Dernière intervention, ça concerne cette fois-ci une technique très particulière avec l'osmose inverse. C'est Jean-Baptiste Hubert qui est expert osmose inverse chez Veolia, avec la fabrication et l'exploitation de méga-usines, mais des usines XXL. Hein. Jean-Baptiste est directeur technique innovation, une grande expérience dans le secteur de l'eau, 15 ans d'expérience. Grand projet sur le dessalement, j'ai vu aussi en particulier au Moyen-Orient, donc des secteurs qui ont peut-être encore plus le besoin que nous. Et puis actuellement, il occupe la partie directeur technique et innovation pour l'ensemble de Veolia Waters Technologies, couvrant à la fois l'innovation, le développement technologique et les activités de traitement de l'eau. Donc tout un programme, c'est à vous. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je vais vous parler du dessalement, mais de la membrane aussi de manière un peu plus générale. Et donc voilà, je vais présenter mon pitch, va être en 6 grands points. Je vais vous parler un peu de Veolia et de l'eau très rapidement. L'objectif c'est pas faire de la pub, mais quand même pour vous dire qui on est. Parler un peu du dessalement, de la membrane en particulier, comment elle est mise en œuvre. Et puis quelques exemples de réalisation, et enfin les défis qui nous attendent tous. Donc Veolia et l'eau, c'est une longue histoire. Veolia aujourd'hui c'est le leader des services à l'environnement, donc ça représente à peu près 45 milliards de chiffre d'affaires et un peu plus de 200 000 employés dans le monde. Donc on travaille vraiment dans le monde entier, et notre objectif c'est d'accompagner nos clients dans leur transition écologique, que ce soit au travers des métiers de l'eau, de l'énergie ou des déchets. L'eau, donc Veolia la pratique depuis un paquet d'années. Je ne vais pas revenir, je vais pas m'étendre là-dessus. Peut-être juste regarder l'image qui est sur votre gauche pour se faire une idée d'un point de vue un peu physique de ce que ça représente quand même cette eau qui est disponible. Si on regarde la Terre, la grosse goutte d'eau, c'est l'eau salée, et la toute petite que vous voyez peut-être même pas, en fait c'est l'eau douce dont on pourrait disposer. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très réduit, et donc c'est quelque chose à préserver et à chérir autant qu'on peut. Dans le monde, on peut discuter des chiffres, mais globalement, on est au-delà de 11 000 millions de mètres cubes consommés par jour, et il y a une toute petite fraction qui est dessalée. Donc on en parle beaucoup dans les médias, de temps en temps ça fait un peu le buzz, mais aujourd'hui c'est une toute petite portion, même si ce sont plusieurs milliers de stations au travers le monde qui permettent de produire ça. Alors la tension sur l'eau, elle est énorme, vous l'avez vu, on en a parlé, on en a parlé pour la France, on en a parlé pour le monde, et donc ça va conduire quand même à ce que cette solution du dessalement, elle soit décuplée au travers dans les années à venir, et on attend une croissance supérieure probablement à 10% de la demande en eau dessalée par an. Il faut voir qu'en France, on commence à en parler, parce qu'il y a des endroits où on se dit tiens c'est une solution dont on pourrait bénéficier, mais dans le monde c'est plus de 300 millions de personnes qui aujourd'hui vivent grâce à cette eau dessalée. Si elle n'était pas là, soit ces gens auraient dû se déplacer dans d'autres régions, peut-être venir chez nous, soit n'auraient tout simplement pas pu exister dans ces régions-là. Donc le dessalement, petit retour historique, c'est pas nouveau. La Terre a fait du dessalement de tout âge, si je puis dire. On parlait tout à l'heure du cycle de l'eau. La base du cycle de l'eau, c'est du dessalement. C'est de l'évaporation de l'eau par laquelle on sépare une eau salée d'une eau douce et qu'on va derrière condenser au travers de la pluie. Et c'est ça, finalement, ce phénomène de dessalement qu'on a reproduit depuis l'Antiquité, d'abord sur les bateaux, avec du dessalement thermique un peu rudimentaire. Puis progressivement, les choses se sont industrialisées, on est monté en capacité, essentiellement avec du dessalement thermique au début, donc on faisait bouillir de l'eau sous vide souvent, on l'a condensée et ça nous permettait d'avoir de l'eau potable. Mais progressivement, il y a d'autres technologies qui ont émergé, et en particulier les technologies membranaires. Donc je vous ai mis quelques points de repères. Les premières membranes qui ont été créées, c'est dans les années 1950. Et pourtant, elles ont mis des années à être industrialisées. Tout à l'heure, on parlait de nécessité de développement technologique. Il faut voir que dans ces métiers-là, c'est long. Il y a des sujets, on en parlera, sociétaux d'acceptation de ces technologies, mais il y a aussi des sujets de maturité technologique qui font que c'est pas simple de réussir à produire à l'échelle ce genre de solutions. Et les membranes industrielles, elles sont plutôt arrivées dans les années 80-90.
Aujourd'hui, le dessalement thermique, on continue à en faire, mais pour des raisons que je montrerai juste après, on en voit de moins en moins. On en garde pour des usages industriels, dans des bateaux, sur des raffineries, des choses comme ça, mais aujourd'hui, je dirais que le courant dominant pour les grosses stations de dessalement, c'est quand même le traitement membranaire. Donc là, je vous mets un petit panorama des technologies de dessalement. J'ai parlé du thermique, j'ai parlé de la membrane. Donc, ce sont les deux carrés rouges là qu'on voit là. Mais en fait, ce ne sont que quelques solutions technologiques parmi toutes celles qui existent et qui vont être choisies par l'industriel en fonction de différentes contraintes. Type d'eau à atteindre, type d'eau entrante, type de source d'énergie dont on a à disposition, les quantités, enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent pousser à parcourir l'arbre dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, dès qu'on parle de dessalement de grande taille, et c'est souvent de ça dont on parle quand on voit des articles dans les médias, etc., on parle en général de l'osmose inverse, qui est la solution, je dirais, la plus mature aujourd'hui et qui est vraiment le courant dominant. Donc la membrane, qu'est-ce que c'est ? La membrane, c'est d'abord, il faut le voir comme un filtre extrêmement efficace. Donc c'est un matériau qui est poreux. Donc on peut imaginer une feuille de plastique dans laquelle il y a plein de petits trous, qu'on appelle des pores. Et en fonction de la taille de pore, donc de la taille des trous qu'on va faire, et là c'est vraiment, on est en plein dans la chimie pour caler comme il faut la taille des pores, le nombre de pores, eh ben, on va réussir à filtrer différents éléments. Donc je vous ai mis quelques ordres de grandeur. Tout en haut, vous avez une échelle de dimension, sont des nanomètres, donc c'est vraiment tout petit. Hein. Et ça permet de voir un peu les grandes choses qu'on va chercher à éliminer. Donc tout à l'heure, on parlait en RIOUT de chercher à éliminer par la filtration les macro-pollutions, je dirais, donc des particules, du sable, des choses en suspension. Mais après, on va aller chercher des choses qui sont biologiques, donc les virus, les microbes, toutes ces choses-là. Donc là, on va aller sur des pores beaucoup plus petits qu'on va retrouver par là. Et donc c'est là où on commence à voir les premières membranes, avec des membranes de microfiltration, puis ultrafiltration, donc encore plus fine, nanofiltration quand on commence à vouloir éliminer des choses qui sont dissoutes, carrément. Donc ce sont des sels dissous, souvent polyvalents. Et quand on cherche vraiment, là pour le coup, à tout éliminer, on va sur des membranes d'osmose inverse qui, elles, éliminent quasiment tout jusqu'au la plupart des micropolluants, donc qui sont vraiment des choses extrêmement petites, évidemment pas visibles à l'œil nu, et les ions dissous qui font souvent la salinité de l'eau. Cette membrane, en plus d'être très efficace, on a réussi à la rendre très compacte. Donc on réussit à faire des systèmes qui sont... on a deux grands courants technologiques, je dirais. On a des choses qu'on appelle des fibres creuses. Donc on peut imaginer ça comme des pailles dont la paroi est poreuse. On va injecter de l'eau soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et puis l'eau va percoler au travers de la membrane de cette paille. Et l'eau va passer et les déchets vont rester de l'autre côté. Donc ça, c'est une des technologies. Et celle qui permet de faire des choses beaucoup plus fines sont ce qu'on appelle des membranes spiralées. Ce sont des membranes qu'on vient enrouler, comme on peut le voir en bas. Alors, c'est pas facile à montrer comme ça. Je vous ai mis un lien sur le site de Veolia qui montre comment cette membrane est fabriquée. Mais en gros, on vient faire une espèce de sandwich entre des membranes qui filtrent et puis des membranes qui canalisent l'eau. Et on vient pousser notre eau d'un côté et elle vient être filtrée tangentiellement. Et donc on vient retenir jusqu'au sel dissous au travers de cette paroi. Ces systèmes-là, le fait de le spiraler, on peut imaginer un espèce de gros rouleau de sopalin, hein, c'est vraiment des feuilles qui sont enroulées les unes autour des autres. Ça permet de compacter énormément, de densifier énormément ces systèmes. Et donc là, une image que vous avez là, ça c'est quelque chose qui fait à peu près 1 mètre de long par 20 cm de diamètre, donc c'est quand même pas très très gros. Et là-dedans, vous réussissez à compacter 40 mètres carrés, un peu plus de 40 mètres carrés de membrane. Et donc c'est des choses en osmose traditionnelle. Avec ça, vous réussissez à produire à peu près 500 litres heure d'eau dessalée. Donc c'est quand même des choses qui sont assez conséquentes.
La membrane d'osmose inverse, comment est-ce qu'elle fonctionne? Donc, j'ai dit il y a des pores, mais ce qu'on va chercher à faire sur cette membrane d'osmose inverse, en fait, c'est aller un peu contre la nature. La nature, alors en physique, chimie, je m'adresse peut-être aux lycéens, vous avez dû, j'imagine, évoquer ces choses-là. Il y a un grand principe physique de pression osmotique qui dit que si je mets une solution salée et une solution non salée de part et d'autre d'une membrane semi-perméable, je vais avoir une migration de l'eau douce vers l'eau salée. Je vais avoir tendance à diluer mon eau salée. Alors ça, nous, quand on veut dessaler, ça ne nous intéresse pas vraiment, parce que ce qu'on cherche à obtenir, c'est plus d'eau douce. Et donc on va, via de l'énergie électrique souvent, parce qu'il faut des pompes pour pousser, on va venir pousser fort sur l'eau salée, et ça va permettre d'inverser le phénomène physique naturel, donc de faire de l'osmose inverse, et ça va nous permettre de pousser de l'eau douce au travers de cette membrane. Donc c'est le phénomène qu'on voit ici. La nature aurait tendance à venir diluer la partie salée, et nous on va venir pousser fort sur la partie salée, et ça va permettre de produire plus d'eau douce. Je vous ai mis une petite partie modélisation pour les chimistes ou les physiciens qui seraient intéressés. Bon, voilà, vous irez vous renseigner si vous voulez, l'objectif n'est pas de rentrer là-dedans, mais il y a différents courants d'interprétation des phénomènes, certains qui sont simples à approcher, les lois de diffusion, ils sont assez simples à approcher, au lycée peut-être que vous le faites déjà. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués, des solutions à base de solutions friction, donc on analyse un petit peu le comportement microscopique de l'eau et des ions. Voilà, pour les plus férus de physique, vous pourrez vous en donner à cœur joie. Cette membrane, comment est-ce qu'on la met en œuvre? Parce que c'est le cœur du système, c'est là où ça se passe. Mais en fait, la membrane toute seule, elle ne va pas faire grand-chose. Elle ne va pas faire grand-chose pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est quelque chose qui est extrêmement fin, enfin les trous sont extrêmement fins, et donc il va falloir d'abord pré-traiter notre eau. On en parlait tout à l'heure, il y a besoin de faire des filtrations pour éliminer le sable, les turbidités, des matières en suspension dans l'eau. Si jamais on ne le fait pas et que vous amenez ça sur votre filtre, votre membrane, en quelques minutes, elle va se boucher et vous n'en tirerez plus rien. Donc on va devoir d'abord faire un pré-traitement. Et ensuite, parce que cette membrane, elle est très fine et du coup elle est extrêmement efficace, en fait on élimine presque tout. Et quand on dit on élimine presque tout, ça veut dire que d'un point de vue consommation humaine et même besoin globalement industriel, on élimine un peu trop. Et donc souvent on a besoin d'un post-traitement dans lequel on va venir reminéraliser selon les besoins de l'industriel ou de la municipalité. On va venir reminéraliser cette eau qui est trop pure pour qu'elle soit propre à la consommation et au transport sur les réseaux. Donc ça, c'est un schéma d'une usine qui existe à Bahreïn, au Moyen-Orient, où vous voyez que l'osmose inverse, elle se situe ici, dans ce bâtiment, mais il y a toute une partie qui est la partie amont ici, où on vient nettoyer l'eau, et une partie en aval, où on vient reminéraliser l'eau pour la rendre consommable. Cette osmose inverse, aujourd'hui, on en parle beaucoup pour le dessalement, mais on en parlait un petit peu pour la réhute tout à l'heure. Elle a plusieurs applications, j'en ai mis juste 3 ici. Il y a le dessalement, encore une fois, dont on parle, on commence aussi à en parler pour la France. Il faut avoir conscience que c'est plutôt pour les eaux quand même salées, donc ce qu'on trouve dans la mer, dans les océans, et ça nécessite des pressions assez élevées. On parle de 60 à 80 bars. On a des traitements qui nécessitent moins de pression, donc on en parlait, réutilisation des rejets ou des eaux usées. Et on a aussi des traitements sur de l'eau potable, pour le coup. On va aller chercher à éliminer les derniers polluants qu'on n'élimine pas forcément de manière conventionnelle. Donc là, j'ai mis l'élimination des micropolluants, c'est un sujet d'actualité. Vous avez tous entendu parler des PFAS, ce genre de choses. Voilà. La membrane d'osmose inverse peut être une solution pour faire ces choses-là. Quelques exemples de réalisation. Alors là, je quitte la France et donc je passe sur des échelles qui n'ont rien à voir. Là, ce sont des pays pour qui c'est vital d'avoir cette eau dessalée, et donc ce sont des très grandes quantités dont on parle. Ça, c'est une usine thermique en Arabie Saoudite, 800 000 m3 jour. Celle-là, c'est une usine qu'on dit hybride, c'est-à-dire qu'elle a à la fois du thermique et du dessalement membranaire. On est sur quasiment 600 000 m3 jour. C'est aux Émirats, sur l'océan Indien.
Et des usines plus récentes, donc Aldour à Bahreïn, dont on voyait le schéma tout à l'heure, un peu plus de 200 000 m3 jour qui a été complété il y a à peu près 2 ans. Et puis celle-là qui a été à un moment la plus grande usine de dessalement membranaire au monde, presque 700 000 m3 jour aux Émirats à côté de Dubaï. Et donc ça, bon, j'ai évidemment choisi des exemples faits par Veolia, qui a la chance en son sein d'avoir une entreprise qui s'appelle Sidem, qui est le leader mondial du dessalement d'eau de mer. Alors les défis qui nous attendent, ils sont nombreux. Mais alors, ils sont technologiques, mais pas que, et je vais vous en parler. Le premier défi, on en parlait tout à l'heure au sujet du climat. Le premier, c'est l'énergie. Il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Donc là, ça vous donne quelques ordres de grandeur. Au début du dessalement thermique, on était presque à 20 kWh/m3. C'est quand même assez conséquent. Et on a réussi à réduire tout ça en améliorant les technologies thermiques, en changeant de technologie, donc en passant sur du membranaire. Et aujourd'hui, on est autour de 3 kWh/m3. Alors 3 kWh/m3, on peut dire que c'est beaucoup, et c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à un traitement d'eau potable conventionnel. Néanmoins, 3 kWh/m3, pour remettre des ordres de grandeur, c'est finalement ce que la plupart des gens qui habitent en province consomment presque pour aller chercher une baguette de pain. 12-13 km en voiture. C'est ce que consomme, si je prends la consommation en eau d'un foyer, 4 personnes à peu près en France, et que je ramène ces 3 kWh/m3 sur la consommation en eau, et bien finalement, la consommation en eau qui aurait été nécessaire pour générer cette eau par dessalement, elle n'est pas très différente de la consommation de votre frigo. Donc c'est juste pour redonner des ordres de grandeur. C'est beaucoup plus que ce qu'on fait avec de l'eau potable, c'est sûr, mais on est quand même arrivé à des choses qui sont extrêmement efficaces et qui ne représentent plus tant que ça en termes de consommation énergétique. Dans les autres défis, j'en ai cité que quelques-uns, ils sont bien plus nombreux que ça. Le premier, c'est la sélectivité. Donc, je vous expliquais, l'osmose inverse, ça enlève tout, ça enlève presque trop de choses. Et donc, il y a beaucoup de recherches autour de la sélectivité. Quand on veut extraire des matériaux spécifiques, on parle pas mal de lithium, on en a tous dans nos batteries de téléphone, etc. Et ben voilà, on a besoin de travailler sur ces membranes pour être plus sélectif dans ce qu'on veut récupérer ou éliminer. Nos pré-traitements dont je parlais, ils ne sont pas parfaits, et donc ça laisse passer des choses qui sont encrassantes. Quand on travaille dans une laiterie, c'est extrêmement encrassant, il y a toujours des graisses, il y a toujours pas mal de biologie qui peut se développer. Donc si on réussit à faire des membranes qui s'auto-nettoient, entre guillemets, ou en tout cas qui ne s'encrassent pas tant que ça, et ben c'est aussi de l'eau économisée parce qu'il y a moins à nettoyer, c'est des matériaux économisés parce qu'il y a moins à changer les membranes. Donc tout ça, c'est pas mal de recherche et de défis pour cette industrie. Et puis le dernier que j'ai mentionné, et qui a été pointé du doigt tout à l'heure, c'est l'impact environnemental. Alors, les usines ne sont pas implantées n'importe comment, et même, vu de France, on peut dire au Moyen-Orient, ils font n'importe quoi. Non, il y a quand même des études environnementales où on regarde l'impact des rejets. Donc, je vous ai mis là quelques exemples d'études environnementales d'impact. Et après, sur les questions un peu classiques qu'on entend sur l'impact vis-à-vis de l'évolution de la salinité, ce genre de choses, il faut bien voir que le golfe Persique, aujourd'hui, il s'évapore naturellement parce qu'il fait chaud, il va s'évaporer de plus en plus. L'évaporation, c'est quasiment 6% d'élévation de la concentration en salinité du golfe versus 0,05% qui est imputable à l'industrie du dessalement. Donc c'est vraiment une fraction absolument minime. Donc voilà, je finirai sur ces défis-là. Et finalement, à la fin, ce que je voudrais que vous gardiez en tête comme message, c'est que les défis, ils ne sont pas tant techniques et technologiques, mais en fait, ils sont plutôt sociétaux. Et donc là-dessus, ils nous concernent, nous, les industriels, et ceux qui prenons des décisions, des grandes orientations, qui essayons d'influencer certaines choses, mais aussi vous, alors j'en vois là-haut, il y en a peut-être en ligne, les lycéens, les plus jeunes. C'est par vos changements de culture, vos changements de prise de conscience, en fait, que toutes ces choses-là vont évoluer. Et donc voilà, gardez en tête, l'eau, elle est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une fois. Donc d'abord, économisez, réutilisons, recyclons,
et à la fin peut-être des salons. Merci. Merci beaucoup Jean-Baptiste.